Bienvenue à tous. Donc moi, je suis Annelise Pernotte, je suis coach et thérapeute, experte en désir d'enfant et en maternité tardive. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont un projet bébé à 40 ans et plus. Et j'accompagne également sur la grossesse tardive, le postpartum et les débuts de la parentalité. Voilà, et puis je vais laisser la parole à Martha pour se présenter. Bonjour, moi je suis le docteur Zermiani, je suis gynécologue, je travaille à Vida Fertility à Madrid. Je travaille déjà il y a presque 8 années dans la PMA en Espagne. Super, donc aujourd'hui, on est là pour parler du parcours de PMA à 40 ans. Super, donc là, on a la présentation. Est-ce qu'on attend quelques minutes supplémentaires que les personnes se connectent? Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du parcours de PMA à 40 ans, de ses spécificités, de pourquoi est-ce qu'on doit passer, on doit souvent, c'est pas systématique, mais pourquoi la PMA s'invite plus souvent dans les parcours à 40 ans qu'à 30 ans ou qu'à 35 ans. Est-ce que tu veux peut-être, Martha, je te propose qu'on commence. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on parle de PMA dans le cadre des grossesses à 40 ans et plus? Alors, c'est pas un parcours obligé. Quelquefois, c'est pas impossible de tomber enceinte après les 40, mais c'est plus compliqué. Et normalement, à partir de cet âge, s'il n'y a pas une grossesse, après, on recherche des 6 mois, plus ou moins. On recommande de commencer à faire des examens et peut-être commencer déjà un parcours des PMA pour pouvoir agiliser tous les parcours parce qu'on sait que c'est plus compliqué, surtout pour la qualité des ovocytes, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer et on sait qu'à partir des 40, la qualité commence à descendre plus vite et c'est différent de faire un traitement à 40 ans ou à 41, 42, 43. Pour ça, normalement, il y a beaucoup de femmes qui doivent utiliser des techniques pour tomber enceinte à cet âge. Ok. Et donc, tu dis que ça baisse de façon un peu plus drastique, Oui. passé 40 ans. Et pour toi, tu fais vraiment une différence entre 40 et 43 ans, par exemple? Oui, il y a beaucoup de différences parce que ça, c'est si on voit les taux des altérations chromosomiques chez les embryons qu'on a à 40 ans et 43, les pourcentages en ont beaucoup et normalement, dans les cliniques, à partir des 45, nous, on a presque, 0 grossesse. C'est très compliqué. Et du coup, là, à partir de 45, on passe sur d'autres techniques qui Oui. relèvent plus du don de gamètes. Oui, oui, on passe en don d'ovocytes normalement. Il y a des cas très, ponctuels des grossesses à 45, 46, mais il faut avoir un très, très bon réserve ovarienne et peut-être faire beaucoup de cycles pour avoir la grossesse. Mais normalement, à niveau statistique, c'est 1-2%. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que cette réserve ovarienne, baisse de façon plus importante après 40 ans? Est-ce que c'est dû essentiellement au vieillissement de nos ovocytes qui vieillissent avec nous, en fait, c'est nos cellules qui vieillissent, ou est-ce qu'il peut quand même y avoir des inégalités, en fait, entre deux femmes de 40 ans par rapport au vieillissement ovarien? Sur la quantité, il faut parler des 2 choses différentes, que ce sont la quantité et la qualité. La quantité, ça, normalement, commence à descendre à partir des 35 et à partir des 40, ça, normalement, descend plus vite. Mais il y a beaucoup de différences dans chaque femme, parce que ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes des 43 avec un réserve ovarienne, un antimolérien des 2 et des femmes des 32 avec un réserve ovarienne des 0,5. Ça veut dire après ça, il faut voir chaque femme la réserve ovarienne. Mais la qualité, ça, c'est lié à l'âge. Ça commence, c'est
normalement, on voit que c'est maximum entre 18 et 20 et 35. Et à partir des 35, ça commence à descendre. Et à partir des 40, c'est les moments qu'on voit que la qualité commence à descendre plus vite. Et ça, on le sait surtout pour la qualité des embryons qu'on a, pour les FIV qu'on fait et les analyses les DPI, les diagnostics préimplantatoires qu'on fait à niveau des embryons. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut voir après d'avoir fait les embryons et on fait la relation avec les embryons et l'âge. D'accord, OK. OK, alors tant qu'on est sur la réserve ovarienne, moi j'ai une petite question complémentaire qui me vient. On entend, en tout cas moi j'ai déjà entendu ce discours de la part de certains médecins, on entend dire qu'une femme qui a déjà eu des enfants tôt dans sa vie, mettons Oui. 20, 30, entre 20 et 30 ans, a plus de chances de tomber à nouveau enceinte passé 40 ans. Est-ce qu'il y a une corrélation ou est-ce que ça relève un peu du mythe? À voir ça, il y a un parti que peut-être on peut prendre de cette phrase que c'est le fait qu'on sait que tous les côtés de l'endomètre fonctionnent. Parce que la qualité des ovocytes à 30 ans ou à 25 et à 40, c'est pas la même. Ça veut dire le fait que la femme a déjà tombé enceinte, c'est déjà tombée enceinte, c'est quelque chose qui peut nous parler de la qualité de son endomètre, de l'utérus, parce que ça, c'est aussi important. Parce que jusqu'au maintenant, on a parlé de la qualité des ovocytes, que c'est important, mais après, l'embryon doit s'accrocher dans l'endomètre. Et ça, si on sait déjà qu'il y a eu des grossesses, normalement, on sait que l'endomètre fonctionne bien, que tous les côtés après de l'endomètre, l'implantation, l'accrochement et tous les développements de la grossesse, surtout la première partie de la grossesse, fonctionnent bien. D'accord. OK. OK, alors j'ai une question par rapport aux examens. Est-ce qu'on demande des examens complémentaires au Quadra quand on entre en PMA? Normalement, l'unique chose qu'on demande extra, on va dire, c'est la mammographie, parce qu'il y a plus de risques des altérations à niveau mammaire, il y a plus de risques à ces niveaux. Et normalement, on demande soit une échographie mammaire ou une mammographie pour confirmer que tout va bien avant de commencer la stimulation ovarienne, avant de faire un traitement avec les hormones, parce que finalement, les hormones sont la chose qui va provoquer un développement des altérations s'il y a quelque chose. OK. OK, c'est la seule chose qu'on demande en complément à 40 ans, quand Et on rentre en PMA. oui, différent que les femmes, ben, plus jeunes, on va dire. On va OK, dire ça. OK, très bien. Quel est l'intérêt de faire les tests sur l'endomètre et à partir de quand? Et est-ce que tu peux nous détailler un peu ces tests de l'endomètre parce qu'ils sont nombreux, des fois ils ont des noms différents. Oui. Je veux bien qu'on les repasse en revue ensemble et que tu nous expliques à partir de quand, surtout, en tant que clinique espagnole, vous demandez à vos clients de Quadra de faire ces examens supplémentaires. Normalement, on commence à regarder l'endomètre quand on pense à un chèque d'implantation. La chèque d'implantation, la définition, normalement, c'est un transfert avec test négatif, sans grossesse, des 3 embryons de bonne qualité. Et pour un embryon de bonne qualité, normalement, on parle des blastocystes et blastocystes avec des ovocytes de moins de 35 ou avec un don d'ovocytes. Si on parle des embryons aussi à G5 des plus de 40, normalement, ce n'est pas des embryons de bonne qualité. On a besoin de plus des embryons pour parler d'un échec d'implantation. Parce que dans ces cas-là, on sait qu'il y a beaucoup de pourcentage des embryons avec des altérations et on ne peut pas parler des problèmes au niveau de Mmh. l'endomètre. Mmh. Et si on pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'endomètre, normalement, on commence à chercher et à faire des études au niveau de l'endomètre. La chose plus simple à faire,
c'est l'hystéroscopie, que ça, normalement, pour les patients qui vivent en France, on peut la faire directement là-bas avec son médecin. L'hystéroscopie, c'est un examen pour regarder dans l'endomètre, pour voir la cavité, voir la forme, les caractéristiques de la mucose, prendre une petite biopsie pour faire normalement une analyse histopathologique, faire une anatomie pathologique pour voir si les cellules sont normaux et faire normalement une culture pour écarter des infections. Et ça, c'est la première étape. Normalement, les patients qui arrivent en Espagne ont déjà fait ça. Parce que, surtout s'ils ont déjà fait des cycles, c'est quelque chose que normalement, c'est routinaire en France. Ok, ok. Mais de toute façon, ça, c'est la première étape pour regarder et confirmer que tout va bien. Et après, ça aussi, la première étape, c'est faire une étude des thrombophilie. Ça veut dire regarder tous les problèmes de la coagulation, les problèmes euh, à niveau sanguin, c'est une prise de sang pour regarder si il faut faire un traitement avec des anticoagulants, des antiagrégants pendant la préparation de l'endomètre. Parce que s'il y a quelques altérations, on peut voir la formation des petits cailloux dans les moments de l'implantation et ça peut provoquer des échecs d'implantation et des tests des grossesses négatives. Ça, c'est comme des choses plus simples. Et après, on entre dans toute l'étude de l'endométrio, les tests de la fenêtre implantation et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est, chaque fois, c'est plus solide, toutes les recherches qu'ils ont fait à niveau du résultat. Normalement, on parle qu'il peut améliorer la chance d'implantation et les pourcentages de grossesse entre 5 et 10%. Ça veut dire que je pense que c'est un test qu'il faut faire. Et normalement, il y a l'endométrio, ça c'est un laboratoire qui s'appelle Igenomix, mais maintenant il y a beaucoup de laboratoires qui finalement font ces tests. Et c'est un test qu'on fait avec la même préparation de l'endomètre qu'on fait pour faire un transfert des embryons. Ça veut dire des estrogènes, après la progestérone, avec tous les échos, tous les contrôles de la progestérone, comme un transfert, seulement qui est un lieu. Comme un cycle à vide, c'est ça qu'on va utiliser pour faire ça. Seulement qui est un lieu de faire les transferts, exactement. La chose qu'on fait, c'est faire l'aspiration des cellules de l'endomètre. Et avec cette biopsie, on peut faire 3 tests. Les premiers, c'est les tests sur la fenêtre d'implantation. Ça veut dire on va voir si après la progestérone, les protocoles de progestérone qu'on a fait, finalement, l'endomètre, c'est réceptive. Normalement, la progestérone, les protocoles de progestérone, c'est lié à l'âge des embryons. Si on fait un transfert à J5 d'un embryon à J5, on fait 5 jours de progestérone. Mais on avoue qu'il y a des femmes, il y a plus ou moins 20%, entre 15 et 20% des femmes avec un déplacement de la fenêtre d'implantation. Ça veut dire que pour un blastocyste, pour un embryon à J5, c'est pas suffisant 5 jours, mais il faut faire 6 jours de progestérone ou 4 jours et demi. Ça veut dire qu'il y a une personnalisation du protocole de la progestérone selon les caractéristiques de l'endomètre. Ok, et sur ce premier test de la fenêtre d'implantation, donc, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites ou est-ce que c'est des choses que vous observez, vous, sur le terrain en Espagne? Est-ce qu'aujourd'hui, ces tests de l'endomètre, ils sont prouvés comme étant efficaces et augmentant les chances? Oui, oui, parce qu'ils ont fait des études avec les résultats de la grossesse après d'avoir changé les protocoles et ils ont vu que dans 5-10% des femmes, la grossesse avec ça arrivait. Ça veut dire c'était la chose qui manquait pour arriver à avoir l'implantation. Pour ça, j'ai dit que maintenant, on est arrivé à un niveau que c'est un test solide à niveau scientifique. Ça veut dire qu'ils ont fait déjà des études avec des bons résultats, avec une bonne quantité de femmes qui ont fait les études. Pourtant, les médecins français continuent à avoir du mal à recommander ces tests. Mais je sais. mais il
Et voilà, c'est pour ça que c'est important de rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus et que c'est pas juste, ce sont pas des examens fantaisistes, mais des examens qui ont été, dont on a testé les résultats. Ok, je te laisse continuer du coup sur. Et après, dans les mêmes tests, on regarde la flore de l'endomètre, la microbiote, la microbiome, on l'appelle ici. Et ça, c'est confirmé que les 80% des bactéries qu'il y a dans l'endomètre soient lactobacilles, que ça, c'est important pour savoir s'il y a une tendance à avoir plus des infections que la moyenne, parce que normalement, s'il y a une altération des bactéries bonnes, il y a plus de risque d'infection. Et normalement, ça, après, on peut faire un traitement avec des probiotiques vaginales et orales, normalement. Et après, la troisième chose, c'est regarder si on trouve l'ADN des bactéries relationnées avec les endométrites chroniques, que ça, c'est des infections qui, normalement, ne sont pas cliniques, ça veut dire on n'a pas de symptômes, mais il y a une infection qui reste tout le temps là et peut provoquer une inflammation chronique dans l'endomètre et ça peut provoquer des échecs d'implantation parce que finalement, s'il y a une altération de toute la réponse immunologique, ça peut provoquer des échecs. Ok, donc ces 3 tests, ce sont les tests endométrio, TRIO, et c'est le laboratoire Igenomics qui les a lancés, mais on peut les faire aujourd'hui dans n'importe quel labo, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des autres laboratoires qui ont commencé à développer ces tests. Chaque clinique travaille avec un laboratoire et normalement, ces tests, il y a un kit qu'on peut envoyer à la maison de la patiente et elle va l'amener avec son gynéco pour faire la biopsie en France directement. Ok. Et alors, on n'a pas parlé du Matrice Lab, parce que le Matrice Lab, c'est encore un test supplémentaire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Les Matrice Lab, c'est quelque chose qui c'est très, très française. Il n'y a pas ici en Espagne, on ne l'utilise pas, en Italie, on ne l'utilise pas, les autres pays de l'Europe, on ne l'utilise pas. C'est quelque chose que je vois surtout en France et c'est quelque chose avec, c'est similaire. C'est une biopsie avec la préparation de l'endomètre, mais les profils, c'est plutôt immunologique. L'idée, c'est regarder s'il y a une suractivation immunitaire et voir si c'est mieux faire un traitement pour essayer de moduler cette réponse immunologique au niveau de l'endomètre. Et après, il y a tout un traitement déjà recommandé avec les comptes rendus du test. Ok, et cet examen, du coup, qui est très franco-français, d'après ce que je comprends, vous le conseillez aussi en Espagne ou Non. Pourquoi est-ce qu'on considérerait que ce n'est pas important d'aller voir l'immunité? Parce que normalement, cette test, c'est les études sont avec une quantité des patients petits et les résultats ne sont pas trop clairs. Ça veut dire si un patient arrive et a déjà fait ça et a déjà les indications, moi, je vais suivre les indications, mais normalement, nous, on ne les recommande pas activement. On les recommande, on les voit surtout parce que la patiente a déjà fait les tests avec son médecin ou son médecin veut faire les tests Matrice Lab. Ok, super, merci beaucoup. Alors, un autre test au nom un peu barbare dont on entend souvent parler, c'est le test génétique KIR-HLA et le fameux cariotype. C'est pas évident de savoir dans quel contexte, dans quel cas est-ce qu'on doit faire ça. Est-ce que, par exemple, après 40 ans, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement ou est-ce que ça n'a rien à voir et qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer qu'on fasse un KIR-HLA et un cariotype? Non, ça, c'est des choses très différentes qui sont liées surtout. Les KIR-HLA, c'est un autre test qu'on fait avec les échecs d'implantation. C'est un test sur l'immunologie de l'endomètre, mais qu'on les regarde avec une prise de sang pour voir si, parce que comme
tous les processus d'implantation, c'est avec des récepteurs entre l'endomètre et les embryons. Les profils KIR HLA, c'est des récepteurs de l'endomètre qui sont pour voir si c'est compatible l'embryon avec l'endomètre. Et ça aussi, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence avec l'étude de cette KIR HLA et au sens, mais il y a des autres avec des résultats positifs, que si finalement on trouve ça et on fait un traitement, il y a plus de chances de grossesse. C'est très compliqué finalement, comprendre bien si ça marche ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'études et des résultats très différents. Normalement, avec un VIDA et dans beaucoup de cliniques, la chose qu'on fait, c'est si on trouve rien du tout avec toutes les autres choses, on recommande une étude KIR-HLA, surtout pour choisir, si on fait un don d'ovocytes, pour pouvoir choisir la donneuse en fonction du profil HLA. Mais je veux laisser très clair que ce n'est pas une chose avec beaucoup de résultats comme l'endométrio, par exemple, les tests de la fenêtre implantation. C'est une chose qui, à niveau des résultats, c'est moins clair. Et normalement, moi, je laisse toute la gestion de ces patients à l'immunologiste directement, parce qu'après, on entre dans tout des études et des traitements qui sont plutôt de l'immunologie, immunologique. Et le karyotype, du Les coup? karyotypes, c'est une étude que moi, je recommande normalement à tout le monde qui va faire un FIV. Normalement, il y a des cliniques où c'est obligatoire pour faire un FIV, des autres où c'est pas obligatoire. Nous, on l'a pas laissé un VIDA obligatoire parce que c'est très compliqué quelquefois avoir les résultats et faire les karyotypes en France ou dans les autres pays. Mais l'idée, c'est confirmer avant de faire les embryons qu'il n'y a pas des altérations à niveau chromosomique chez les parents. Ça veut dire confirmer. Quelquefois, nous, on est normal, on n'a pas des problèmes physiques ou des maladies, mais il y a une translocation, par exemple, une délétion d'une petite partie d'un chromosome. Et ça, à niveau de la formation des embryons, il y a beaucoup plus de risques de former des embryons avec des altérations chromosomiques. Et ça, normalement, c'est mieux les voir avant de commencer tous les processus de FIV. Tu veux dire qu'on peut être porteur d'anomalies chromosomiques, c'est ça, C'est ça. Ouais, ok. Sans les subir, mais on peut être porteur, on peut les transmettre, et ça, c'est intéressant d'aller les détecter grâce au karyotype. Exactement. Ok. Juste pour conclure sur cette partie des examens complémentaires, etc. En fait, à chaque fois qu'on fait ces examens, il y a une solution. Peut-être c'est intéressant de rappeler ça, c'est qu'il peut y avoir un traitement. Ces examens, ils vont soulever un problème et en général, ce sont des problèmes qu'on peut traiter ou est-ce qu'il y a des fois où on se dit, bah non, là vraiment, on ne peut rien faire? Non, normalement, c'est tout des problèmes qu'on peut corriger ou traiter. La fenêtre d'implantation, on peut changer les protocoles de progestérone. S'il y a une infection antibiotique, les altérations du lactobacille, du pourcentage de lactobacille, on fait un traitement probiotique. Et tous les tirs HLA, on peut choisir la donneuse en fonction, ou les donneurs en fonction du profil, ou faire un traitement normalement avec l'héparine, l'aspirine, la prédnisone, pour plutôt regarder les côtés immunologiques. Ok, donc tous ces examens ont un intérêt, c'est ça que je comprends de notre échange. Et par contre, juste une question par rapport à ça, c'est à partir de quand vous demandez, à partir de combien d'échecs vous demandez à ce qu'on fasse ces examens complémentaires, et est-ce que dans certains cas, ce ne serait pas intéressant de les faire dès le début en fait? Parce que je pense qu'il y a les échecs. Les échecs d'implantation, normalement, c'est après 3 embryons de bonne qualité.
Un transfert négatif avec test négatif après 3 embryons de bonne qualité, ça veut dire si c'était des embryons d'un don d'ovocytes, des embryons après un DPI, un diagnostic préimplantatoire, ou d'une femme de moins de 35. Mais pourquoi est-ce qu'on Et attend aussi longtemps? Pourquoi est-ce qu'on attend 3 échecs? parce que Pourquoi normalement, la chance de grossesse arrive au maximum après 3 tentatives et parce que normalement aussi sont des examens invasifs. Mmh. Et normalement, en hystéroscopie, une biopsie de l'endomètre, c'est quelque chose qu'on doit entrer et faire quelque chose que c'est pas normal, non? Entrer dans l'endomètre et prendre quelque chose. Et c'est Mmh. bien de la faire s'il y a un risque et si c'est indiqué, non? Normalement, ça, c'est pas rigide. Ça veut dire que si une femme veut commencer toute l'étude complémentaire avant, après 2 échecs, Ouais, on peut le faire. Ça, c'est d'accord. une décision qu'on prend ensemble. Mais normalement, après 3, c'est les moments qu'on arrive au maximum de pourcentage de Mmh. réussite et c'est Mmh. à un niveau médical la chose plus indiquée. Mais D'accord. normalement, il y a des femmes, surtout les femmes qui vivent à l'étranger, que c'est plus compliqué organiser tout, organiser les prochains transferts et tout, qu'on commence à parler de tout ça après un seul échec. Oui, c'est parce que ça peut se comprendre et c'est vrai que moi j'ai pas mal de retours là-dessus de personnes qui comprennent pas forcément pourquoi on leur parle de ces examens-là après un certain nombre d'échecs alors qu'elles ont la sensation que ça aurait dû être fait avant. Mais je comprends le point que tu soulèves sur le côté invasif de ces examens et donc on les fait pas n'importe comment, n'importe quand. Oui. OK. Alors, on va parler des protocoles de PMA les plus adaptés au Quadra et peut-être de leur taux de réussite respectifs. Si on peut les passer en revue et puis peut-être insister un peu sur le don de gamètes parce qu'on ne connaît pas toujours bien la différence, par exemple, entre l'accueil d'embryons et le double don. Donc, je te Mhm. laisse nous rappeler les protocoles les plus adéquats pour les Quadras. Normalement, moi, je pars directement avec la FIV. Je n'ai pas, normalement, je pars pas des inséminations parce que les taux de réussite des inséminations à partir des 40, c'est moins de 5%. Ça veut dire que c'est quelque chose qui moi, je pense que c'est pas la peine. Après, il y a des patients qui veulent commencer doucement avec ça et je comprends. Mais, à niveau de statistiques, la chance, c'est pas grand-chose. Mmh. Et par contre, la FIV, ça dépend beaucoup de la réserve ovarienne, qui, comme on a dit avant, c'est très variable pour chaque femme. Et si on a une bonne réserve ovarienne, on a des très bons résultats avec la FIV. La FIV, c'est la Mmh. fécondation in vitro. Ça veut dire on fait une stimulation ovarienne et on prend les ovocytes et on fait la fécondation dans les laboratoires. Et Mmh. normalement, surtout s'il y a une bonne quantité d'embryons, on recommande de faire un diagnostic préimplantatoire. Parce Mmh. que, comme on sait qu'il y a beaucoup des altérations chromosomiques chez les embryons et on préfère éviter un transfert d'un embryon, anéuploïde altéré, qu'on sait qu'il va donner un test négatif ou une fausse couche. Mmh. Après OK. aussi, c'est compliqué, dire qu'il faut faire ça, à partir des 40 ans parce il faut voir bien chaque, histoire, chaque cas, la réserve ovarienne et la quantité d'embryons. Mmh. Parce que Mmh. s'il y a seulement un embryon, quelquefois, c'est mieux faire un transfert en vrai, prendre les risques des altérations chromosomiques et pas perdre l'énergie, on va dire comme ça, pour refaire un DPI qui finalement, s'il y a un embryon avec des altérations, on ne peut pas les Mmh. transférer. Mmh. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est intéressant et alors je crois qu'on va parler du DPI un peu plus tard, mais vu que tu en parles maintenant, c'est vrai qu'on entend dire aussi que le DPI, il est très invasif, hein, pour l'embryon et qu'il peut potentiellement altérer l'embryon et c'est aussi pour ça qu'on le fait pas n'importe comment et qu'on le fait vraiment, que quand c'est nécessaire.
Normalement, ça dépend beaucoup de la capacité du biologiste, de l'expérience, parce que Mhm. quand on fait une biopsie, on ne prend pas la partie qui va former l'embryon, on prend la partie qui va former la placente, les trophoblastes, les cordons, ça veut dire toute la partie qui n'est pas l'embryon. Et Mhm. normalement, il n'y a pas de problème. On avoue que les embryons qui finalement, après on transfère. Sont des embryons normaux, il n'y a pas de problème à niveau génétique ou morphologique. La technique, normalement, c'est faire cette biopsie à J5 pour éviter, comme il y a déjà beaucoup de cellules, si on prend un petit groupe de cellules, normalement, il n'y a pas des risques pour l'embryon. Mais c'est une technique qui c'est plus cher. Les traitements, c'est plus long parce qu'il faut attendre les résultats de l'analyse génétique et on ne peut pas faire les transferts en frais parce on doit congeler. Ça veut dire qu'il y a des choses qui finalement on ne peut pas faire si on fait un Mhm. DPI. Et les résultats, c'est oui ou non. Ça veut dire l'embryon, on peut les transférer ou pas. Et s'il y a un embryon avec une altération, on ne peut pas. Ok, merci. Ouais, super intéressant ce point sur le DPI. En fait, on n'altère pas forcément l'embryon si c'est bien fait. Hein, Oui, c'est ce que je comprends. Et puis l'intérêt, les avantages et les inconvénients de faire du frais ou du congelé. C'est vraiment ce que j'entends, c'est que c'est vraiment du cas par cas et qu'il n'y a pas de règles extrêmement rigides et que c'est ça. chaque option a son intérêt. Ok, super, merci. Alors, sur la FIV, on est toujours sur les FIV, en fait. On ne va pas parler du don d'ovocytes tout de suite. Donc, sur les FIV et sur les traitements, il y a la FIV ICSI et la FIV IMSI. Est-ce que tu peux peut-être juste nous détailler un peu la différence entre la FIV ICSI et la FIV IMSI? Maintenant, on utilise seulement l'ICSI surtout. Après, il y avait deux formes différentes de sélectionner les spermatozoïdes. Et finalement, l'IMSI s'est passé comme on ne l'utilise pas. Avant, il y avait une période on a commencé à essayer avec ces techniques, mais finalement, l'ICSI, c'est la technique qu'on utilise surtout pour les FIV en général. Maintenant, il y a un retour au classique, à la FIV classique. Maintenant, D'accord. il y a beaucoup des discussions avec les biologistes, avec les gynécos, entre l'ICSI et la FIV classique s'il y a un sperme normal. Parce que finalement, il y a beaucoup des études qui ils ont vu qu'avec l'ICSI, il y a plus de risques des altérations morphologiques chez les embryons, plus de risques des altérations génétiques, comme des altérations chez les fœtus. Et ça, on imagine que c'est provoqué pour la technique. Ça veut dire qu'il y a une tendance en général à faire plus de fibres classiques, sauf s'il y a un problème du sperme. Parce que s'il y a un problème de sperme, on ne peut pas nous permettre de laisser faire aux spermatozoïdes, non? Oui. Parce que finalement, la fibre classique, c'est mettre les ovocytes et les spermes ensemble et les spermes doivent entrer, les Tout meilleurs seul. spermatozoïdes doivent entrer tout seuls. Et Ouais. avec l'ICSI, on va injecter dans chaque ovocyte un spermatozoïde. Ouais. Pour Ok. ça, normalement, s'il y a un problème de quantité, de mobilité avec les spermes, on doit faire ça. Et Bien sûr. aussi, quand on cherche un bon taux de fécondation, on cherche plus de quantité. Et parce que c'est comme aider encore plus tous les processus de la fécondation. Mais maintenant, si on a beaucoup des ovocytes, beaucoup des spermatozoïdes, chaque laboratoire commence à utiliser beaucoup plus la fibre classique. Intéressant. Intéressant ce retour à la FIV classique. On laisse plus faire la nature, en fait. On Oui, essaie de oui, moins ça forcer les c'est choses. normalement dans les congrès, dans les réunions qu'on a, toutes les discussions entre les biologistes, les gynécos et tout ça, il y a tout le temps cette Hmm. question.
cette question. Ok. Ok. Et alors, si on parle un peu des dons de gamètes, déjà, est-ce que il y a une idée un peu courante qui commence à émerger, c'est que le don d'ovocytes est quasiment inévitable quand on a passé 40 ans, avec les problématiques de fertilité qui sont chaque fois plus importantes. Est-ce que tu penses que toi, c'est systématique? Qu'est-ce que vous observez chez Vida? Et est-ce qu'on peut parler un peu justement des différents protocoles de don de gamètes, don d'ovocytes, double don et accueil d'embryons? Oui, à voir, c'est pas inévitable parce que ça dépend de la réserve ovarienne. Moi, j'ai eu beaucoup des grossesses après les 40, surtout s'il y a un bon réserve ovarienne. Ça, je Mmh. pense que c'est la clé pour avoir un bon résultat à cet âge. Parce que s'il y a un bon réserve ovarienne, on a la possibilité d'avoir plus d'embryons et plus de chances de grossesse. Par Mmh. contre, si ça n'arrive pas ou on a fait des cycles et ça n'a pas marché, les dons d'ovocytes, c'est l'option suivante, non? C'est la solution si on n'a pas des ovocytes qu'on peut utiliser ou si la Ouais, qualité, c'est pas bonne. ouais. Et finalement, c'est un traitement pour, ça veut dire c'est on FIV pour la donneuse. La donneuse, c'est la personne qui fait la stimulation ovarienne. On prend les ovocytes, on fait la fécondation avec les spermatozoïdes d'un donneur ou du partenaire. Mmh. Et ça, on l'appelle les doublés dons si on utilise les 2 gamètes d'une donneur. Et après, on fait les embryons et on fait les transferts normalement tout le temps par J5. Mmh. Et ici, les taux de grossesse, normalement, s'il n'y a pas de problème au niveau de l'endomètre, arrivent à 60-70%. Ça veut dire Mmh. que c'est un taux très différent qui est en FIV. Normalement, avec la FIV, on est sur un 20% maximum après les 40 et avec ça, on change beaucoup les résultats. Mmh. Mmh. Donc Et ce que les je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Et les dons d'embryons, l'adoption d'embryons, c'est basiquement prendre des embryons qui sont déjà formés, qui viennent d'un cycle des doublés dons ou un patient. On donne la donneuse avec les patients, par exemple, Mmh. et les patients doivent avoir un sperme de bonne qualité, comme le sperme d'un donneur, l'âge d'un donneur pour pouvoir donner les embryons. Et, Mmh. mmh, et, on, et la femme prend cet embryon et on fait les transferts de l'embryon en congelé, parce que c'est Mmh. congelé. Et Mmh. normalement, c'est des embryons qui ne sont pas normalement les embryons de meilleure qualité du groupe d'embryons qu'on a formé. Ça veut dire que normalement, si on a un taux de 60-70% avec les doublés dons, avec les dons d'embryons, on est sur un 45-50, parce que surtout pour la qualité des embryons. Mmh. Mmh. Oui, parce que ce sont des embryons surnuméraires d'une première cohorte d'embryons et on peut effectivement penser qu'on a d'abord servi les gens avec les meilleurs embryons et que ceux qui restent sont potentiellement moins bons, mais parfois ils ne sont pas moins bons, parfois Non, 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 pas du tout. ouais. Heu, Surtout parce que si on le regarde de l'autre côté, c'est un groupe d'embryons qui normalement l'autre embryon, son frère a déjà donné une grossesse. Ça veut dire que c'est la fertilité indirectement, c'est déjà testé. Mmh, mais vous observez quand même, que les taux de grossesse sont un peu plus faibles Oui, avec l'accueil d'embryons qu'avec un double don. oui, OK, et c'est la même traçabilité pour, oui, l'accueil d'embryons? On a oui, les mêmes tests ont été faits forcément, oui. donc OK. OK, OK, très intéressant. Donc ouais, ce que je retiens, c'est que parce qu'il y a cette question, beaucoup qui revient, parmi les femmes que j'accompagne où, on leur dit que leur réserve ovarienne est trop basse et que donc elles ne sont pas éligibles à la FIV et qu'il va Mmh. falloir passer directement par le don d'ovocytes et c'est ce que tu expliquais, c'est qu'en fait une FIV, elle fonctionne si la réserve ovarienne n'est pas trop basse. Parce que sinon ça sert à rien Oui, d'aller stimuler quand il y a pas grand-chose. oui, C'est bien c'est ça? ça. Ouais, OK. Ça veut dire on peut, parce qu'on peut, mais Ouais. après les résultats, les taux des réussites, c'est très faible. Mmh, mmh. OK.
Ok. Alors, on a répondu à la question, la différence entre le double don et l'accueil d'embryons. On a parlé du DPI. Alors, j'aimerais qu'on parle peut-être des fausses couches. Des fausses couches à 40 ans, parce que c'est quand même une des grosses problématiques des quadras. Hein, quand on est avec ses propres gamètes, c'est les taux de fausses couches qui explosent littéralement. Hein. Je crois que c'est plus de quasiment autour de 40-50% de risque de faire une fausse couche quand on a passé 40 ans. Est-ce qu'on peut prévenir tenter de prévenir les fausses couches à 40 ans quand on essaye avec ses propres gamètes? Alors, il y a le DPI. Oui, c'est surtout ça, parce que finalement, tous les fausses couches à partir des 15 sont surtout liées aux les altérations chromosomiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer après, non? S'il y a une altération chez l'embryon, l'embryon normalement, la grossesse ne va pas continuer. La chose qu'on peut faire, si c'est une grossesse qui vient d'un traitement, faire les DPI. C'est ça. Et au-delà du DPI, est-ce que en début de grossesse, il peut y avoir un traitement complémentaire pour favoriser, pour essayer de prévenir un peu le risque de fausse couche ou pas du tout? Parfois, j'entends dire qu'on donne de l'aspégique. Non, ça c'est plutôt pour l'endomètre. Pour l'endomètre, c'est vraiment pour l'implantation, ça. Ok. Ouais. Ouais. Après, s'il y a quelque chose, il y a des traitements, surtout s'il y a la formation, s'il y a des saignements, un hématome, des choses comme ça. Mais ça, c'est plutôt lié à l'endomètre. Si c'est quelque chose qui vient de l'embryon, que c'est la chose plus probable, c'est compliqué. Ok. Ok. Alors, que faire en cas d'échec d'implantation? Je crois que tu as un peu répondu à cette question. Oui, on a parlé, avant, finalement, avec tous les tests de l'endomètre. Oui. Tout à fait. Les examens complémentaires. Donc, alors j'ai noté qu'on pouvait les demander avant plusieurs échecs, que ça pouvait être demandé dès le premier échec. Et puis, avant de passer aux questions des auditrices, j'aimerais qu'on fasse un point sur la régénération ovarienne. Moi, j'ai énormément de questions là-dessus. Régénération ovarienne, régénération de l'utérus aussi. Où on en est de ça? C'est la même chose que l'HLA. Moins, je pense on est moins avancé. Et c'est un niveau expérimental, les deux choses. Et maintenant, il y a des centres qui sont en train d'étudier tout ça. Et il y a des premiers résultats, surtout sous la régénération ovarienne, qu'il y a après les cycles de régénération ovarienne, plus des M2, plus des ovocytes mûrs, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec les taux de grossesse au moment. Il faut continuer à étudier encore plus, avoir plus de femmes finalement dans toutes les études qu'ils sont en train de faire pour voir effectivement qu'est-ce qu'il passe. Mais bon, l'idée, c'est utiliser les plasmes riches en plaquettes, qui c'est les propres seins. Ça, c'est quelque chose qui vient de propre sang. Et avec tout un procédiment de centrifugation des préparations. Et on va injecter dans l'ovaire, dans les cas de la régénération ovarienne et dans l'utérus pour l'endomètre. Pour avoir l'objectif de la régénération ovarienne, c'est d'avoir plus des réponses. C'est surtout pour les femmes avec une réserve ovarienne très faible, une insuffisance ovarienne ou aussi avec ménopause. Les études sont ainsi pour les femmes qui n'ont pas plus d'activité ovarienne. Et la régénération de l'endomètre, c'est surtout pour les femmes avec des problèmes d'endomètre fin pendant la préparation. D'accord, ok. Et donc, on va utiliser, ce que tu disais, c'est qu'on va utiliser nos propres ressources, on va utiliser quelque chose qu'on trouve dans le sang. Qu'est-ce qu'on injecte en fait exactement dans les ovaires? Tous les côtés du plasme, qui c'est la partie plus liquide du sang, et les plaquettes.
parce que D'accord. c'est des cellules avec un potentiel de régénération très important et qui peut D'accord. aider à former des autres cellules, comme les cellules des ovocytes et les cellules de l'endomètre. OK, bah, écoute, on va espérer que les études, C'est ça, avancent oui, rapidement sur le sujet parce que c'est vrai que c'est vraiment porteur d'espoir, d'imaginer qu'on peut, oui, puiser à l'intérieur de soi de quoi régénérer, oui. ses ovaires et son utérus. Ça paraît assez fou, enfin son endomètre pardon, ça paraît assez fou. OK, alors je pense qu'on a fait le tour des questions. Moi, j'en ai quelques-unes supplémentaires que j'avais, récoltées sur Instagram. Alors on en a un peu parlé, mais est-ce qu'il y a des techniques particulières pour booster l'implantation de l'embryon? Pour lui donner plus de chances de bien s'implanter, au-delà de tous les examens de l'endomètre qui ont pu être faits en amont, les traitements qui ont pu être faits en amont, avec quoi on vient soutenir une implantation d'embryon? Qu'est-ce que vous proposez chez Vida par rapport à ça? Normalement, il faut faire une bonne préparation de l'endomètre. On ne peut pas beaucoup améliorer l'implantation Mmh. à ces niveaux sans toute la préparation de l'endomètre. Normalement, c'est surtout ça. Mmh. Et, et après, faire les tests de l'endomètre pour la fenêtre d'implantation, tout ça, pour essayer de personnaliser bien les traitements. Mais après, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses. Mmh. OK, OK, très bien. Alors après, en termes d'organisation, quand on est en parcours de PMA, qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes de congés, de convalescence? Quand on fait une ponction, par exemple, on se déplace, combien de temps en Espagne? Il faut rester combien de temps pour faire une ponction? Est-ce que ça peut se faire sur 2, 3 jours? 2, 3 jours, si on ne doit pas faire les transferts en frais, par exemple, comme on fait les DPI, moi, normalement, je recommande arriver la veille de la pension, parce que Mmh. normalement, les pensions sont les matins, et il faut rester les jours de la pension, et la patiente peut retourner les jours suivants. Ça veut dire que normalement, c'est 2 nuits, 3 jours. OK, très bien et est-ce que quand on a subi une ponction, il y a un temps de convalescence? Est-ce que, dans les jours qui suivent, on peut être un peu amorphe, ça peut être un peu Oui. compliqué? Ouais, Normalement, on recommande les repos les premières 24 heures parce que c'est les moments qu'il y a plus de risque des saignements et c'est important de rester à repos pour éviter des saignements, pour permettre une coagulation spontanée au niveau des ovaires. Et après, normalement, la chose qui recommande, c'est éviter sport, éviter relations sexuelles jusqu'au moment des règles, si on ne fait pas les transferts en frais, ou jusqu'à après, si on fait les transferts en frais, normalement, c'est jusqu'au test de grossesse qu'il faut rester plus tranquille. OK, OK, rester plus tranquille, d'accord, très bien. Et pour faire un transfert, c'est pareil, un transfert, ça peut se faire en l'espace de, 48 heures, Oui, au moins. Moi, j'ai des femmes qui viennent le matin et retournent chez elles le soir. d'accord, Si normalement, il n'y a pas de contre-indications. Nous, normalement, la chose qu'on fait, c'est recommander de rester les jours du transfert ici, ouais. surtout pour le stress du voyage et tout ça. Mais à Mmh. niveau physique, faire les voyages, c'est pas un problème. C'est pas un problème. OK, OK, très bien. Est-ce que, Vida propose des logements sur place? On m'a demandé ça aussi. Est-ce que vous avez des logements? Parce que j'imagine les coordinatrices peuvent, conseiller des logements. Oui, normalement, les coordinatrices peuvent aider la patiente à organiser les voyages et chercher l'hôtel et tout ça. Oui. OK et j'avais une dernière question, alors qui est un peu, qui te concerne moins directement, sur les médecines douces et les médecines alternatives pour venir soutenir les protocoles de PMA. Mmh. Alors je crois qu'il y a aucune, étude en fait, qui a été faite vraiment là-dessus et qui permette de faire émerger, une médecine douce en particulier qui serait vraiment, la star, des médecines douces pour les parcours de PMA, hein. Je crois qu'il y a pas de statistiques là-dessus, Non, aujourd'hui. il n'y a pas beaucoup, mais bon, moi, j'ai travaillé avec des acupuncturistes, c'est ça? Acupuncteur. Mmh. Acupuncteur, et ça, c'est quelque chose aussi pour relaxer
La patiente et l'utérus aussi, parce que les transferts, c'est vrai que si la femme s'est relaxée, l'utérus s'est relaxé, c'est plus simple, il y a moins de contractions, il y a plus de chances. Et, et après, il y a beaucoup des choses que finalement, on travaille avec tout le temps les professionnels de ce côté, non? Parce que nous, finalement, on travaille beaucoup avec la médecine traditionnelle et pour nous, c'est plus compliqué. Ouais, tout à fait. Alors après, je vais peut-être répondre un peu à ça. C'est vrai qu'il y a l'acupuncture, on en entend beaucoup parler, hein, très, très intéressante apparemment pendant la phase de transfert, notamment ce que tu disais, hein, c'est que l'endomètre est bien détendu, qu'il y a moins de contractions, etc. Et ça permet peut-être de favoriser l'implantation de l'embryon. Après, ce qu'on peut faire en amont, moi, ce que j'observe aussi qui est pas mal, c'est tout ce qui est ostéopathie, voire l'ostéopathie interne, qui peut aussi permettre de préparer en quelque sorte l'utérus à recevoir l'embryon. Et puis après, toutes les thérapies qui vont vous aider à gérer le stress et à faire baisser le taux de cortisol. C'est intéressant parce que dans ce taux de cortisol, il n'aide pas forcément par la suite à l'implantation et au bon développement de l'embryon. Donc, ce que vous allez pouvoir faire en amont pour gérer les émotions et puis éventuellement favoriser l'implantation avec l'acupuncture, avec l'ostéopathie, tout ça, ça peut être intéressant. Après, il ne faut pas non plus se noyer. Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas essayer de tout faire. Il faut choisir peut-être un ou deux soutiens, en fait, un ou deux thérapeutes qui vont pouvoir vous soutenir dans ce parcours, mais pas non plus multiplier, faire tout et n'importe quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça peut aussi être contre-productif Oui, en oui. fait, de faire trop de choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martha, mais voilà. Oui, exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à… C'est un webinaire qui a été très dense, on a essayé de balayer beaucoup de sujets, mais est-ce qu'il y a des questions complémentaires par rapport à ça? Je ne sais pas où est-ce qu'on peut voir d'ailleurs les questions. J'imagine que… alors, n'hésitez pas à prendre la parole, en fait, hein, si vous avez des questions. Je pense que c'est… ou à réagir. Je ne sais pas qui… Est-ce que quelqu'un veut répondre? Il y a une question complémentaire par rapport à ça? Bonjour. 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 J'ai une question. Bon, d'abord, merci. C'était très intéressant parce que j'avais beaucoup de questions. Je voudrais savoir, par exemple, pour les femmes avec plus de 45 ans, je ne sais pas si dans la clinique de Martha, il y avait beaucoup. Moi, j'ai déjà 47. Dans les cas que tout se passe bien, par exemple, la réserve ovarienne, on a des ovocytes pour donner à tout le monde s'ils étaient bien. Il n'y a pas de blocage au niveau des trompes, la partie des tests de mari, de futur papa, tout va bien aussi, aucun problème. La question plus, c'était l'âge, je pense, des ovocytes. Donc, dans ces cas-là, qui tout était bien, les principales, si j'ai compris, c'est la qualité des ovocytes. Donc, si on a beaucoup de quantité. Donc, dans ces cas-là, je pourrais essayer de faire la fertilisation in vitro. Peut-être ça peut marcher. Et dans ces cas-là, moi aussi, à 47 ans, aussi, c'est environ 20% le maximum, ou c'est beaucoup moins que ça, la probabilité. Après les 45, c'est beaucoup moins. Ouais. Environ moins de 10%, j'imagine. Moins de 10, moins de 5. Moins de 5, ouais, c'est trop, ouais. Okay. Oui, parce qu'on peut avoir un bon réserve ovarienne, mais finalement, la qualité, à partir des 45, les taux des altérations chromosomiques chez les embryons sont plus de 90%. Et si on fait l'examen pour vérifier s'il y a des variations à niveau de chromosomes et que tout est bon, même avec ça, avec ce test-là?
Si on arrive à avoir un embryon euploïde, un embryon normal à niveau chromosomique, la chance de grossesse est très bonne. Le problème, c'est que c'est très compliqué d'arriver à avoir cet embryon parce qu'on doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embryons pour arriver à avoir un embryon normal. Mais on peut, donc, avec les tests, on peut savoir s'il y a des problèmes, donc on ne fait pas l'insémination après. Oui. OK, parce que la question aussi, c'est d'avoir peut-être des embryons que c'est pas bon à la fin. Oui. OK. Merci. De rien. Ouais, merci beaucoup pour cette question, Raquel. Oui, donc ça veut dire qu'à 47 ans, si on a une bonne réserve ovarienne, on est quand même éligible à la FIV. Alors, avec de chances d'avoir un bon embryon, enfin un ovocyte de bonne qualité, mais si effectivement on a un certain nombre d'embryons, qu'on les passe au DPI et qu'on en trouve un qui est de bonne qualité, la grossesse peut fonctionner. Oui. Ouais, ok. Ok, est-ce que vous avez peut-être d'autres questions, Raquel? Ou c'était juste celle-là? Ouais, c'était plus lié à ça. Je sais que c'est difficile, j'ai attendu très longtemps. Mais non, c'est parce que j'ai fait quelques examens et tout va bien. Donc, la question, c'est plus l'âge des ovocytes, et je pense. Et je pensais à ça, d'essayer, mais je voudrais savoir si on peut vérifier bien, faire des tests sur les embryons avant de l'implantation, c'est tout. Oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, bonjour. J'avais une question. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire, vraiment très instructif. J'ai beaucoup appris. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir si la clinique Vida s'adressait à des patients de toute origine, en fait. Si jamais il s'avère qu'il faille recourir à un double don de gamètes, est-ce que vous auriez de quoi accueillir des patientes de toute origine, en fait? Par exemple, moi, je suis... voilà. Est-ce que... Je ne sais pas si ma question est claire. Si, je pense que la Oui, question voilà. est claire. À niveau les phénotypes de la donneuse, j'imagine, non? Parce que nous ici en Espagne, on a plus de personnes compatibles avec l'Espagne, mais il y a aussi des autres origines, peut-être que moins en quantité. Quelquefois, c'est plus compliqué de chercher une donneuse compatible, mais on a des personnes des autres origines. Oui. D'accord. Donc, je comprends que ça peut être plus long, en fait, si jamais un peu plus compliqué. Normalement. Oui. C'est plus long. Du coup, Martha, plus long, ça veut dire quoi? Parce qu'une donneuse en Espagne, on la trouve en 15 jours quand on a un phénotype classique, entre guillemets. Normalement, la liste d'attente pour un phénotype classique, c'est entre 1 et 2 mois. Et avec des phénotypes plus compliqués, avec moins de disponibilité, on va dire comme ça, peut-être que c'est un mois en plus. Et après, il faut voir aussi la compatibilité à niveau du groupe sanguin. Peut-être que c'est plus compliqué avoir la compatibilité du phénotype et du groupe sanguin en même temps. Après, il faut voir chaque cas et chaque histoire. Entendu. Merci. Ok. Oui, d'accord. Donc, pour une donneuse classique, c'est entre 1 et 2 mois. Je ne sais pas pourquoi j'avais un délai plus court en tête, mais ok. Après, avoir les délais pour la chercher, c'est 2 semaines. Mais après, il faut faire tous les examens. Après, il faut faire les cycles. Finalement, c'est 2 mois pour arriver au transfert. D'accord. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas. Alors, si on a fait le tour des questions, on peut peut-être rappeler que Vida Fertility propose des rendez-vous Skype. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot là-dessus, Martha? Comment ça se passe quand on prend contact avec Vida Fertility?
Oui, moi, normalement, je vous recommande, si vous avez des questions, comme c'est très spécifique, chacun, votre histoire, les choses que vous avez déjà fait, l'âge, la réserve ovarienne et tout ça. Normalement, moi, je recommande de faire des manières rendez-vous téléphoniques, un premier rendez-vous avec moi, téléphonique ou pour en vidéo. En vidéo. Normalement, je fais ça et on peut parler directement de tout votre cas en concret. Et pour ce premier rendez-vous, Martha, tu recommandes de venir avec ces examens, d'avoir fait déjà les Oui. examens de base, d'avoir fait un maximum de choses en amont? À voir s'il y a déjà des examens, c'est mieux. Ou sinon, moi, j'ai normalement laisse la liste avec toutes les choses à faire, en première étude à faire et après on parle avec les résultats. OK, OK. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Martha, pour ta disponibilité. Merci d'avoir répondu à toutes les questions avec beaucoup de précision. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et donc, normalement, il sera en replay sur la chaîne YouTube de Vida Fertility. Et moi aussi, je pense que je le mettrai sur ma chaîne. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à contacter Vida en direct si vous voulez parler de façon plus précise de votre cas, de votre parcours et de vos aspirations. Voilà. C'est ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.